Merci Patrick, merci Maxime. Bonjour à toutes et à tous. Donc 3 tables rondes avec des retours d'expérience, des partages de bonnes pratiques, de quelques acteurs clés dont Maxime a dit déjà quelques mots. Donc on va voir dans quelle mesure le référentiel qui vient d'être décrit a été approprié par ces acteurs et comment nous pouvons ensemble le faire encore progresser. Donc première table ronde. On va commencer avec cette table ronde plutôt sur l'approche des grands enjeux qu'adressent les projets d'infrastructure, notamment les enjeux d'ordre politique, économique, environnementaux et citoyens. Bien entendu, on a vu à quel point ces enjeux étaient également importants à prendre en compte. Les projets d'infrastructure sont souvent des projets complexes, non seulement sur un plan technique ou technologique, mais beaucoup sur le plan de leur gouvernance. Le vélo y est revenu à plusieurs reprises et les autres intervenants également. Et puis par le fait que ces projets sont rarement hors sol, ils s'articulent avec des projets d'aménagement urbain, des projets immobiliers également, et ça induit une complexité complémentaire dans le déroulement des projets portés par les différents acteurs. Donc comment ces projets d'infrastructure intègrent les enjeux du développement durable à l'échelle du territoire, comment ils contribuent également à faire évoluer les paysages urbains au sein des territoires, tout en bénéficiant à la dynamisation locale. Ce sont ces enjeux que nous allons aborder avec 2 exemples. 2 métropoles que je vais appeler successivement Amiens Métropole et Nîmes Métropole. Donc je vais demander pour cette table ronde à nos intervenants de venir me rejoindre. Françoise Stess pour Nîmes Métropole, Claire Gréban et Pierre Tachon pour Amiens Métropole. J'essaie de le micro. Il y a peut-être un deuxième micro disponible qui sera plus facile. Petit réglage. Donc, Françoise Stess, pour Nîmes Métropole, vous êtes directrice des infrastructures, projets et patrimoine. Vous êtes également DGA Mobilité. Claire Gréban, pour Amiens Métropole, vous êtes chef de projet dépôt de bus, donc on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Et Pierre Tachon, vous travaillez à la direction générale adjointe BHNS pour bus à haut niveau de service, et vous êtes chef de projet BHNS. Voilà. Donc les quelques enjeux que nous allons partager aujourd'hui, quelques questions pour que vous puissiez vous exprimer sur ce sujet. La première question, en quoi les grands projets d'infrastructure tels que ceux que vous êtes en train de mener, ce sont ces projets qui sont en cours, ont un impact sur la transformation de la ville? Est-ce qu'Amiens Métropole veut commencer avec cette question? Oui, bonjour à tous déjà. Effectivement, évoquer le cas du projet de BHNS d'Amiens Métropole, donc c'est un projet de 4 lignes de bus au niveau de service, sur 50 km de long, donc on est en pleine phase de chantier de réalisation. La mise en service est prévue pour mars 2019. Donc c'est un projet qui englobe à la fois donc, la réalisation de 4 lignes de BHNS, l'achat de nouveaux matériels roulants et la construction d'un nouveau dépôt bus. Donc effectivement, la principale... Ce qui est le plus pertinent pour Amiens Métropole, c'est qu'au départ, le nom de notre projet, c'était Amétis 2.0. Amétis du nom du réseau de bus, qui était Amétis, donc 2.0 le saut supplémentaire. Et les élus, au bout d'un an, se sont dit, en fait, non, c'est pas seulement un projet de transport, c'est aussi un projet d'aménagement des espaces publics. Et du coup, ils ont souhaité le renommer en projet Dessine ma ville, Dessine ma ville, et sous-titré projet de réalisation d'aménagement d'espace public et d'un réseau de transport. Donc effectivement, la ligne directrice de notre projet, c'est un partage de l'espace public au profit surtout du BHNS et des modes doux. Donc on ne fait pas 50 km de sites propres, on en fait seulement une dizaine, on réutilise de l'existant, et c'est surtout de la gestion des carrefours, de priorité au feu au niveau des carrefours qu'on opère. Donc c'est pas seulement une opération de transport, c'est vraiment de l'aménagement d'espace public, de l'aménagement urbain.
urbain. Et à ce titre-là, effectivement, c'est là où ça a un impact sur la ville. Donc vous disiez que vous avez également des ambitions en termes d'augmenter, de gagner en attractivité pour le territoire. L'idée c'est d'améliorer, on améliore le cadre de vie, donc on plante 120 000 espèces de végétaux, on refait tout le mobilier urbain, donc il y a un vrai... On partait d'assez loin quand même, un lien sans être péjoratif. C'est des travaux d'une ampleur qu'on n'avait pas eu depuis une cinquantaine d'années. Donc effectivement, il y a aussi la volonté de donner plus d'attractivité au niveau économique. On relie, ce n'était pas le cas auparavant, il y avait des dessertes des principaux pôles économiques et scolaires, universitaires, hospitaliers de la ville qui étaient vraiment délicates. Il faut savoir que notre réseau de bus, il a perdu 30% de sa fréquentation au milieu des années 90. Donc on partait de vraiment loin et l'idée de desservir un peu mieux, d'avoir un nouveau réseau, ça participe à l'attractivité de la ville. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous l'expliquiez, on en a parlé également un peu tout à l'heure, ce projet, dont on connaîtra plus de détails opérationnels dans une autre table ronde, il est articulé avec ce qui se passe autour, donc les autres quartiers, les projets d'aménagement, les projets immobiliers. C'est intéressant, et c'est par rapport à ce que disait M. Bello tout à l'heure. Les projets immobiliers, auparavant, en fait, on construisait les quartiers, les éco-quartiers, on les construisait à un endroit et ils n'étaient pas forcément desservis en bus. Un des principaux derniers qu'on a réalisé, Intercampus pour ne pas le nommer, on a d'abord créé la voie, le site propre des CSP, qui initialement était une ligne de tramway. On a d'abord construit ça et ensuite on est venu construire l'éco-quartier autour pour qu'ils soient desservis par le réseau de transport. Alors, est-ce que au quotidien, en utilisant les documents de cadre, tels que les SCOT, les PDU, etc., est-ce que vous avez aussi eu à batailler avec quelques paradoxes ou antagonismes entre ces différents documents? L'avantage, entre guillemets, c'était que ce soit le SCOT, le PLU ou le PDU, enfin la mise à jour du PLU ou le PDU, c'est tous des documents qui sont relativement récents et du coup qu'on a pu facilement intégrer. Il ne reste que la question, effectivement, vu qu'on est sur plusieurs communes, l'harmonisation avec les PLU des autres petites communes, où là c'est effectivement plus compliqué. Une autre problématique, c'était que notre PLU a été réalisé sous l'ancienne municipalité. On prévoyait la réalisation d'une ligne de tramway, c'était vraiment l'action phare de notre PLU. Et la nouvelle municipalité est arrivée, qui a remporté les élections sur la base d'un anti-tramway. Du coup, notre PDU était devenu obsolète dès l'arrivée de la nouvelle municipalité. Donc voilà, c'est une des problématiques de ces documents de planification. Donc, conséquence au niveau du délai du projet, entre autres choses. On s'est dit que notre PDU, on allait le réviser au bout de 5 ans, et qu'au final, on prévoyait 4 lignes de BHNS et une ligne de tramway, on était à peu près sur la même logique. Merci. Madame Tess, pour la métropole. Donc, comment est-ce que ce projet de trambus va transformer le paysage urbain? Voilà, donc au niveau du territoire, bonjour à tous et à toutes, du territoire de Lille Métropole, donc, on est sur une agglomération de taille moyenne, de 150 000 habitants, avec une ville-centre présentant une très forte densité, 140 000 habitants. Un réseau de transport, j'allais dire, un peu brinque-ballant, ancien, pas du tout moderne, sauf à travers quand même une première étape qui a été réalisée, donc mise en service en 2012, un petit bout de ligne de TCSP, donc TCSP ça veut dire transport collectif en site propre, donc à travers la mise en œuvre d'un BHNS, bus à haut niveau de service, sur 4 km desservant peu ou prou des quartiers relativement classiques, relativement chics, on va dire, de la ville de Nîmes, n'étant pas l'axe le corridor prioritaire étant plutôt l'axe T2, Est-Ouest, donc sur 12 km, figurant en PDU, donc avec un petit retard sur la mise en œuvre du projet de transport, on va dire. Le même contexte qu'Amiens, un projet de tramway qui s'est transformé, entre guillemets transformé, c'est un coup de baguette magique, c'est aussi issu des capacités d'investissement, donc c'est aussi des choses qui sont tout à fait soutenables en termes d'argumentaire et qui sont finalement plus réalistes parce que plus
facile, entre guillemets facile, à mettre en œuvre. Donc concernant l'articulation urbanisme, aménagement, transport, donc on a un PDU qui est en cours de révision, qui prévoyait 2 lignes de TCSP, donc ouf, on a réussi à rebondir, à conserver peu ou prou le financement de la part de l'État, un financement à hauteur de 15 millions d'euros pour une ligne, une enveloppe globale de 118 millions d'euros, donc 80 millions d'euros de travaux. Donc ça c'est très important aussi, la soutenabilité financière des projets, le partenariat avec les grands acteurs locaux, les collectivités, les autres collectivités territoriales, bien évidemment, mais aussi bien sûr l'État, sur lequel on compte à la fois pour instruire nos dossiers, pour nous aider, nous accompagner à la mise en œuvre finalement du volet réglementaire pour des dossiers qui soient le plus conformes possible. Et du coup, j'ai oublié la question. Alors, j'allais justement y revenir. Merci de me regarder. Donc, la question, c'était par rapport à l'évolution des paysages urbains. Alors, dans l'échange que nous avons eu pour préparer cette table ronde, vous m'avez parlé notamment de ce quartier qui est une partie du PNRU. Voilà, donc vous aurez un visuel tout à l'heure qui sera présenté donc, par l'équipe projet. Donc on traverse 3 quartiers urbains politiques de la ville. On a, au travers la concertation qui a eu lieu en 2015 ou 2016, je ne sais plus, 2016, merci Olivier, étudié tout un tas de variantes et au final on dessert le cœur du quartier qui s'appelle Puisemin-Val-des-Bourgs pour ne pas le nommer, qui est 7000 habitants. Objet d'aménagement NPNRU, donc politique de la ville, qui sont des aménagements à très longue échéance, mise en œuvre, aller à, je dirais, démarrage des premiers travaux d'ici 5 à 10 ans, fin de mise en œuvre peu ou prou d'ici 30 ans. Donc c'est des projets qui sont très difficiles finalement à articuler les uns avec les autres, les maîtrises d'œuvre à concerter, etc. Pour autant des attentes très fortes de la part des habitants, parce que c'est un quotidien et c'est des usages qu'on évoquait tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on fait un projet d'aménagement, une grande opération d'investissement? C'est pour le bien collectif. Et finalement, faire en sorte que à la fois les habitants qui résident, mais aussi les usagers divers et variés, donc soit les habitants de l'agglo, soit finalement les touristes aussi, et puis ça participe à l'attractivité du territoire. Pour autant, ne pas laisser les habitants des quartiers qui sont paupérisés, isolés, etc., ne pas passer à côté d'une opportunité qui est la ligne, c'est pas une ligne de tramway, mais c'est quand même un bus à haut niveau de service avec du qualitatif, donc une façon aussi de monter la qualité de vie, de ville vers le haut, et renforcer l'attractivité du territoire. Effectivement, Lubello parlait tout à l'heure d'inclusion qui fait partie intégrante des progressions liées à la ville durable. Ce projet va contribuer à désenclaver ce type de quartier notamment. Tout à fait, ça fait partie des enjeux et des objectifs prioritaires, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu une grosse participation financière de la part de l'État. Parce qu'on participe donc au désenclavement des territoires et il y aura une coordination entre nos aménagements qui sont finalement soit de façade à façade, mais en tout cas relativement limités en termes d'emprise, et des aménagements complémentaires qui viendront accompagner soit des démolitions, des reconstructions, des restructurations, des aménagements de nouveaux pôles de centralité, des commerces, etc. Donc on sait que finalement on aura un certain nombre de stations qui seront rythmées tous les 300 et 400 mètres, donc avec des enjeux de desserte assez fines, rythmées, avec une bonne qualité de service. Donc pour revenir peut-être brièvement quelques mots sur votre projet à Amiens, parce que ça fait partie des caractéristiques et des plus de votre projet. Donc sur la question comment est-ce que ça transforme le paysage urbain, au-delà du paysage urbain, on revient sur les usages. Les choix de conception de votre projet vont bousculer les usages, notamment au niveau des mobilités. Et c'est également un des bénéfices de votre approche. Complètement, effectivement. L'objectif, c'était, en termes de part modale, donc au niveau
déplacement, Amiens, on a une ville à peu près classique, où on a une part modale de véhicules de l'ordre de 58 à 60% d'utilisation de la voiture. Et on a aussi une part modale vraiment très importante en termes de marche. Ça représente 33% des déplacements, la marche. Et l'idée, c'était de pérenniser ça et de l'accentuer. Et au-delà et aussi d'augmenter la part forcément des transports en commun. Donc, à l'image de Nîmes, certes, au début, initialement, c'était un projet de tramway. On passe sur des bus à niveau de service qui seront 100% électriques, donc avec des recharges rapides en terminus. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, l'idée, c'est de. Donc, on dit bus à niveau de service, donc c'est de la qualité, pour donner envie aux gens de monter dans ces bus. En termes d'accessibilité, en termes de nuisance sonore, de nuisance olfactive aussi. Donc c'est un vrai atout pour notre projet. Il faut changer les habitudes en même temps des usagers. L'idée, c'est de changer les habitudes, même si effectivement c'est assez compliqué. On le voit déjà au niveau de la phase travaux. C'est qu'à Amiens, c'était une ville où, en termes de congestion, ils n'ont jamais connu ça. Les bouchons, on ne connaissait pas Amiens. Là, les travaux, on a été obligé de les réaliser sur un temps très très court pour respecter l'échéance voulue par les politiques. Et du coup, on a entamé les 50 km de travaux en même temps. Donc là, aujourd'hui, à Amiens, c'est extrêmement compliqué. Bousculer les habitudes, c'est assez périlleux. Je ne sais pas si c'est spécifique à Amiens, je crois pas. Très bien, merci. Alors, une autre question qui concerne, en tant que maîtrise d'ouvrage, comment est-ce que vous êtes confronté à la prise en compte du développement durable? Comment est-ce que vous avez intégré ces enjeux? Je sais que ça a été fait avec plus ou moins de facilité ou de difficulté. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et partager cette expérience-là? Alors, les enjeux de développement durable, déjà, on a une chance, c'est qu'un projet de transport, c'est un projet de développement durable, donc c'est intrinsèque à ce type de projet. Après, bien évidemment, peut-être la difficulté première, c'est le volet social, sociétal, la concertation, communication avec les diverses parties concernées. Donc on a des phases réglementaires qui sont, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, madame, relativement courtes. Donc on fait les choses en un temps limité, on a le sentiment d'avoir super concerté, etc. Hop, après on passe à la phase enquête publique où les gens ont complètement oublié qu'on avait fait une concertation, pour autant c'était il y a un an et demi. Bon, avec des actions quand même de communication, de concertation, etc. qui ne sont pas toujours, justement ce que disait tout à l'heure M. Belot, adaptés aux nouveaux outils dont on peut disposer, numériques, etc. Donc, par exemple, l'enquête publique, on a eu un bon succès dans l'enquête publique numérique, etc. 600 téléchargements de dossiers par rapport à Nice. Moi, je n'ai pas à rougir, du coup, par rapport au projet niçois qui est autour de 1200-1300, je me dis, par rapport aux actions qu'on a mises en place et au coût que ça a pu générer, quand même bien moindre, c'est quand même un grand succès. Pour autant, on a bien conscience qu'un certain nombre de personnes, d'usagers, ne se sont pas exprimés parce que ne se sont finalement peut-être pas concernés par ces phases préalables et vont malheureusement soit découvrir le chantier, soit s'exprimer à ce moment-là. Et on n'aura pas couvert peut-être tous les besoins, tous les usages, mais j'allais dire c'est la vie des projets. Donc en matière de développement durable, on a un certain nombre d'items qui font partie aussi de nos dossiers réglementaires. On a une étude d'impact, on a de la réglementation. Alors voilà, c'était un petit peu le... Voilà, donc on a la réglementation finalement, en plus à Nîmes, pardon. On a un territoire qui est couvert par à peu près 80% de PPRI, PPRI rouge, donc avec les services de l'État qui nous attendent au tournant au niveau de l'instruction de nos dossiers. Donc un partenariat à mettre en place avec eux très fin, très resserré, une maîtrise d'œuvre qui travaille d'arrache-pied à nos côtés. Et donc finalement le développement durable c'est intrinsèque à nos projets, c'est, j'allais dire, la difficulté ou l'enjeu, c'est plutôt de mettre en avant justement toutes les actions qu'on va mettre en place par rapport à l'acoustique, par rapport au bruit, l'air, la qualité de vie, etc. Et l'objectif de la certification, pour en venir finalement à l'objet de cette rencontre, c'est de mettre en musique, de synthétiser un certain nombre de choses
et puis de les suivre, d'en assurer finalement aussi une communication, soit en interne au niveau des équipes projets, d'une façon assez même élargie, maîtrise d'œuvre, AMO divers et variés, la ville, territoire sur laquelle on intervient, ville de Nîmes, mais on n'est pas voilà, maître des emprises foncières par exemple, et puis les autres intervenants. Merci. Merci pour ces précisions. Sur Amiens, vous avez une approche très, très structurée à partir de l'étude d'impact avec les 3 piliers du développement durable. Donc, comment est-ce que vous avez mis en œuvre ça et qu'est-ce qui a été prioritaire pour vous? Nous, effectivement, on est sur les mêmes logiques qu'à Nîmes. Étude d'impact, étude faune-flore. Nous, notre prérequis, il ne fallait pas qu'on ait d'acquisition foncière nécessitant une déclaration d'utilité publique ou des expropriations. Dans tous les cas, sinon on était incapable de respecter le planning, là encore, souhaité par les élus. Donc on a adapté les tracés entre guillemets en fonction de ça. Du coup, effectivement, au-delà du cadre réglementaire, on a les mêmes écueils en termes de concertation qu'à Nîmes. Globalement, c'était assez compliqué. À l'époque du tramway, la concertation avait été assez renforcée. On a essayé de faire de même pour le BHNS, mais on a touché beaucoup moins de monde, des chiffres. Je ne voudrais même pas avancer ici. Mais du coup, voilà, on s'est un petit peu cantonné à l'aspect réglementaire. Ouais. D'accord, très bien. Alors, un point qui est peut-être important aussi de partager avec les personnes qui sont ici aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous lancer dans une démarche de certification? Comme l'a dit Maxime, vous êtes en cours, la certification n'est pas encore acquise, vous êtes en démarche. Qu'est-ce qui a motivé, comment s'est prise cette décision et qu'est-ce que vous en attendez? Alors j'allais dire la force de conviction de Maxime Lepage. Ça c'est un prérequis, je dirais. Au-delà de ça, bien évidemment, le sentiment au départ que ça allait être facile. Voilà. Je pense que sur la mise en œuvre, on en est au balbutiement. Donc l'objectif, c'est d'arriver à certifier donc, la phase programmation. Voilà, d'ici la fin de l'année pour être audité rapidement dans la mesure où, j'allais dire un peu comme Amiens, on arrive bientôt, enfin nous on n'en est pas encore là, mais on arrive bientôt en phase chantier. Donc ce qu'on a fait pour essayer de pouvoir, raccrocher finalement les wagons par rapport au retard qu'on a pu prendre entre finalement les étapes d'avancement de notre projet et puis les exigences, les enjeux de la certification, c'est de se dire, on a par exemple lancé les marchés de travaux cet été, on a mis des prescriptions dans les cahiers des charges de travaux de façon à ce qu'on puisse finalement suivre les 17 enjeux et les évaluer, etc. Même si tout n'est pas, le cadre n'est pas encore bien formalisé, défini, etc. Voilà, c'est une étape à laquelle on va, j'espère, aboutir d'ici la fin de l'année. On a également une oreille très attentive de la part du cabinet du président de Nîmes Métropole. Pour le moment, on n'a pas encore évoqué le sujet avec lui, mais tous les feux sont ouverts pour mener ce type d'action parce que ça fait partie, j'allais dire, de sa philosophie. Pourquoi est-ce qu'il se bat pour que le projet de transport qui a pris tant d'années à sortir, parce que pour des raisons diverses et variées, parce qu'il s'implique énormément et du coup il est convaincu de l'attractivité d'un territoire qui a justement un certain nombre d'objectifs, de respect à la fois des citoyens, de l'environnement, tout en essayant de développer une attractivité et développer son économie à travers justement des équipements structurants. Donc c'est notamment ça qui a motivé le fait que vous avez souhaité entrer en démarche de certification, toute la valeur ajoutée de la démarche et puis sa légitimité. Voilà, parce que ça paraît une démarche, comment dire, toute naturelle pour toute personne qui conduit un gros projet, qui est structuré, organisé, avec du management, avec tout un tas d'équipes projets, de concertation, de phases d'instances, etc., de comité de pilotage, comité technique. Et donc finalement,
c'est un peu dans les gènes de la conduite de grands projets d'infra, le formaliser, faire rentrer dans des cases, bon, même si c'est pénible de faire rentrer dans les cases du logiciel, mais on va y arriver. C'est voilà, c'est le côté un peu plus. C'est l'outil, voilà, c'est le côté. Apport de l'outil en fait. Hein. C'est voilà. un bon outil qui structure en fait. Mais voilà, l'idée, ce qui est intéressant, c'est justement de prendre du recul, de se poser un peu, d'essayer de trouver du temps pour se poser. Donc c'est aussi la difficulté, c'est de trouver du temps à dédier à la démarche sans qu'elle soit, comment dire, trop chronophage et qu'elle génère aussi soit des inquiétudes, soit de la frustration de la part des équipes qui sont sollicitées et qui doivent aussi produire et qui sont malheureusement aussi sollicitées sur d'autres sujets beaucoup plus pratico-pratiques, des urgences de répondre à une enquête publique, à une déclaration d'intérêt général, et voilà, des choses qui font la vie d'un projet. Très bien, merci. Alors, Amiens, vous aviez déjà un terreau favorable au sujet du développement durable. En fait, Amiens est un territoire TEPCV, donc énergie positive pour la croissance verte. Donc dans ce cadre, Amiens Métropole se doit d'être exemplaire dans les démarches dans lesquelles elle s'engage. Et en fait, la rencontre avec Maxime Lepage a été un peu fortuite parce qu'initialement, le projet de dépôt de bus, donc on appelle vulgairement dépôt de bus, en fait c'est le centre d'exploitation, de remisage et de maintenance des bus. Donc sur un site qui fait 6 hectares, donc qui est quand même un élément important, mais qui, noyé dans le grand projet BHNS, finalement devient un tout petit objet pour les grands projets d'Amiens. Mais s'il avait été pris de façon isolée, en fait, ce serait un des grands projets aussi du mandat, je pense, de la métropole, notamment avec les innovations technologiques, le rechargement des bus électriques avec des portiques, donc une innovation qui n'a jamais été réalisée en France. Donc il y a des choses intéressantes sur ce projet. Donc initialement, dans le programme de l'opération dépôt de bus, on n'avait pas du tout imaginé réaliser une certification. Par contre, nous avions travaillé à l'époque avec la programmiste pour pouvoir intégrer des objectifs de développement durable sur le projet en reprenant la trame de HQE bâtiment tertiaire. Donc c'était une démarche qui était initiée, mais on ne voulait pas aller jusqu'à la certification, enfin, pour X raisons, et notamment des raisons aussi de temps, de mobilisation des équipes. Et donc le concours s'est déroulé, donc on a eu nos réponses. Le lauréat du concours nous a proposé en fait d'entrer en contact avec Certivea et nous a proposé en fait d'être certifié HQE bâtiment tertiaire pour la partie administrative du dépôt. Donc il y a une partie administrative qui est plus des bureaux, enfin des salles pour le personnel, et une partie plus atelier de maintenance. Donc cette partie atelier de maintenance, enfin, tout ce qui est remisage, etc., ça ce service ne pouvait pas entrer dans cette certification. Donc c'était déjà très bien, mais c'était un petit peu frustrant de dire bon, ben, on va certifier juste une petite entité en fait de notre grand projet. Et on a discuté, donc Maxime était venu à Amiens à 2 reprises, je crois. Et en fait, on a discuté, puis on est parti dans la démarche. Alors au début, c'est un petit peu flou pour nous, on ne savait pas vraiment vers où on allait. Et puis, voilà, notamment par rapport au fait que, enfin moi j'ai parti du service ingénierie et pilotage opérationnel des projets, donc on s'occupe de la maîtrise d'ouvrage, en fait on nous confie la maîtrise d'ouvrage de l'opération de construction et d'aménagement sur la métropole. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en interne à Amiens Métropole, et on a déjà un cadre en fait de travail sur les opérations, donc on se disait, mais justement, c'est l'occasion de tester notre cadre de travail. Est-ce que la façon dont on déroule les opérations, est-ce que la façon dont on concerte, est-ce que les objectifs consommés, les outils de planification, est-ce que finalement on est sur la bonne voie ou pas? Donc au-delà de ce projet-là, c'est vraiment questionner les pratiques du service, le travail du service en fait. Donc améliorer les pratiques, être aussi exemplaire, c'est effectivement ce que vous avez voilà, l'opération d'envergure nationale, donc ce qui est toujours intéressant pour le territoire et pour la communication du territoire. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, un autre point avant de conclure cette table ronde, on a parlé de gouvernance.
vous avez recours à un EPN avec la SPL Agathe, notamment pour Nîmes Métropole. Comment est-ce que cette problématique de gouvernance est prise en compte, organisée? Donc, je ne sais pas si on peut commencer par Nîmes et continuer sur Amiens, comme vous souhaitez. Juste rapidement par rapport au timing, parce qu'on m'a rappelé alors pour le timing. Par rapport à l'aspect, là c'est plutôt dans alors, quelle gouvernance avec votre PN vous avez mis en place En fait, on a une équipe projet dédiée au sein des services de Nîmes Métropole avec une mise à disposition à travers un contrat, bien évidemment, et donc de la SPL locale, donc avec Olivier Arnaud et Laurie qui présenteront le projet tout à l'heure. Présents ici. Il y a d'autres personnes qui viennent renforcer l'équipe vu le passage en phase travaux. Donc là, on n'est pas sur de la gouvernance au sens large, là c'est de la gestion d'équipe, du partenariat. Et c'est vrai, ce qui est intéressant, enfin, ce qu'on avait échangé ensemble, sur le recours à une équipe finalement intégrée et aussi la souplesse de la SPL, c'est la multitude des profils potentiellement mis à disposition, des renforts ponctuels sur des sujets divers et variés comme du foncier, de la communication et de la possibilité de produire en interne. Quand je dis interne, c'est au sens large Nîmes Métropole, avec une équipe, des expertises qui ne sont pas nécessairement dans les services, ou si elles existent, elles ne sont pas dédiées à ce type d'action, donc pas mobilisables comme ça dans ça permet un apport de compétences nécessaire. Voilà, et puis une réactivité aussi, une réactivité très forte. D'accord, merci. En ce qui concerne Amiens, ce projet de bus à haut niveau de service et ce dépôt. Alors, pour la structuration de l'opération, en fait, on est sur 2 niveaux. Donc, on a une mission de HNS dont fait partie Pierre. Donc, il y a 3 personnes chefs de projet, donc une pour chaque thématique, une pour les infrastructures, une personne référente pour le matériel roulant et une personne référente pour le suivi du projet dépôt de bus, l'aspect financier et puis quelques opérations bien identifiées. La mission de la HNS a confié au service de pilotage opérationnel des projets la maîtrise d'ouvrage du dépôt bus. Et c'est du coup ce service qui est le point d'entrée en fait pour toutes les parties prenantes internes, externes. Et en fait, on fonctionne en mode projet transversal avec les services de la collectivité. Donc on a la particularité d'avoir de nombreux services intégrés, notamment l'archéologie. On a quand même des passerelles en fait faciles. Par exemple, le terrain sur lequel s'est déroulée l'opération de dépôt de bus. On était sur un potentiel archéologique sensible, donc effectivement il y a eu des fouilles qui ont été réalisées avec des découvertes, je passerai les détails. Et du coup on a vraiment des échanges très simples avec les services qui sont juste à côté de chez nous, donc ça simplifie grandement les choses. Ensuite au niveau du management transversal, donc en fait l'outil du HQE infrastructure, en fait ça permet aussi de bien structurer les choses, de connaître le rôle de chacun, en fait, de l'écrire, et que chacun presque co-signe sa feuille de route et puis s'engage sur ses objectifs et sa planification. Et on est tous ensemble, c'est un accord moral presque entre tous. Donc on va tous dans le même sens. Et le fait d'être en certification HQE, en opération pilote par rapport à l'extérieur, on a quand même un engagement fort de la collectivité, effectivement, avec une aide d'engagement qui a été signée par Madame le maire et Monsieur le Président de la métropole. Donc on a quand même un document qui a été remis à l'ensemble des entreprises en phase chantier. Et on peut s'appuyer en fait sur cette démarche pour avoir une autorité peut-être plus importante sur certains aspects, notamment en chantier où on n'a pas forcément de difficultés en chantier, on est sur un chantier qui se déroule très bien. Mais par rapport à la propreté du chantier, donc il y a des petites choses comme ça qui font que on a un appui supplémentaire en disant nous on est engagé dans une démarche, tout le monde participe à son niveau. Merci. Alors, il y a d'autres questions, malheureusement, au niveau du timing, on ne pourrait pas les aborder, donc je propose qu'on puisse y revenir peut-être dans les questions-réponses ou bien à l'issue de ces différentes présentations. Je vous remercie
de votre présence et de vos interventions. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.